Alors, on continue pour les examens complémentaires qu'on doit faire chez quelqu'un qui présente un syndrome coronaire chronique. On avait dit que la symptomatologie ne se manifeste que à l'effort. Donc, il faut mettre le cœur à l'effort. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner de la dobutamine. La dobutamine, c'est un ionotrope positif. Donc, on va mettre le cœur en travail. Donc, on peut faire un ECG d'effort. Les épreuves d'effort, ça veut dire qu'on va faire des examens complémentaires à l'effort. Le CG d'effort, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle épreuve d'effort. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va donner de la dobutamine le patient, d'accord? Et puis on va placer le CG et on va noter quel est le résultat. Si le patient présente un syndrome coronaire chronique, ça veut dire à l'effort, il y a, voilà, ça c'est une artère, ça c'est la plaque qui diminue le diamètre de l'artère. Quand à l'effort, il y a une augmentation du débit. Alors que tant que le diamètre est diminué par la plaque, donc il y a un problème. Il y aura de l'ischémie en amont. Il y aura de l'ischémie puisque le débit qui est suffisant au repos devient insuffisant à l'effort. Et donc ça se manifeste sur le plan électrique par un sous-décalage, par des troubles de repolarisation. Le sous-décalage, le CG comme ça par exemple. Voilà, comme ça. C'est des sous-décalages. Normalement, j'ai la ligne isoélectrique. Ça, c'est l'ant T. Ça, c'est l'ant T. Ça, c'est QRS. Ça, c'est l'ant P. Non, le segment ST, il sera sous-décalé. À l'effort bac. Puisqu'au repos, le débit est suffisant. Donc, on va dire que l'épreuve d'effort, elle est positive. Puisqu'il y a des troubles de repolarisation qui sont dus à l'ischémie à l'effort. Donc, l'épreuve d'effort est positive s'il y a un sous-décalage. Comme ça. Très bien. Très bien. Mais cette épreuve d'effort, le CG à l'effort est abandonnée. Elle est abandonnée pourquoi? Puisque on va provoquer une ischémie, mais on ne va pas avoir beaucoup d'informations. L'épreuve d'effort, elle est soit positive, soit négative. Pas plus. On ne va pas avoir d'autres informations. Quel est le territoire atteint, quelle est la sévérité, d'accord? Donc, on a abandonné cela et on fait d'autres examens, par exemple l'écho de stress. L'écho de stress, elle va donner plus d'informations. Par exemple, vous allez donner de la dobutamine et vous allez faire une échographie. Alors, on va démasquer l'ischémie qui va se manifester avec l'échographie sous forme d'une hypokinésie. Donc, le territoire atteint de l'ischémie, il va montrer une hypokinésie. Donc, qu'est-ce qu'on va savoir? On va savoir que l'épreuve, elle est positive. Donc, le patient atteint, il est atteint d'un syndrome coronaire chronique. D'accord? On va savoir en plus le siège de l'atteinte. Alors que le CG, on ne va pas savoir le siège. D'accord? Donc, plus d'informations. Donc, le CG d'effort il est abandonné, alors que l'écho de stress, on peut l'utiliser puisqu'elle donne d'informations supplémentaires. On va savoir est-ce que le patient présente l'atteinte et en plus le siège de l'atteinte. Et c'est très important pour savoir, et aussi la sévérité. La sévérité par l'étendue de l'atteinte. Est-ce qu'il y a une petite partie qui est hypokinétique ou bien une grande partie qui est hypokinétique? Donc, plus d'informations. Il y a aussi la scintigraphie d'effort. La scintigraphie d'effort, elle va donner plus d'informations, mais bien sûr, un coup plus important, il y a des indications précises pour chaque examen. Donc la scintigraphie, qu'est-ce qu'on va voir? La paroi qui ne fixe pas le produit radioactif correspond au territoire atteint. Donc, on ne va pas savoir seulement le siège d'une façon en cas général, on va savoir l'artère coupable. L'artère coupable, ça veut dire le siège vraiment précis de l'atteinte. L'indication de la scintigraphie ne se pose qu'après, si on a fait par exemple une coronarobie, un scanner et on trouve des signes qui montrent de l'ischémie, donc on peut aller vers la scintigraphie pour préciser, pour avoir le siège le plus précis. Donc on va savoir l'artère coupable. Donc pour l'épreuve d'effort,
il y a le CG d'effort, l'échographie d'effort, la scintigraphie d'effort. Le CG, il est abandonné puisqu'il ne nous donne pas d'informations supplémentaires. On va savoir est-ce que le patient est atteint ou non, pas plus. On ne va pas savoir le siège, on ne va pas savoir la sévérité, la gravité, etc. Il y a l'échographie de stress. Ça veut dire que vous allez donner de la 2-butamine qui est un ionotrope positive à votre patient. Vous allez mettre le cœur en travail et puis vous allez faire l'écho. Quand vous allez mettre votre centre, donc vous allez trouver une hypokinésie dans le territoire atteint. Donc vous allez savoir le siège et aussi la sévérité puisque l'étendue de la lésion renseigne sur la sévérité. Et puis il y a la scintigraphie de stress, d'accord, qui donne plus d'informations, mais bien sûr avec un couple cher et etc. Donc c'est ça pour les examens complémentaires. Maintenant on va parler du traitement. Alors le traitement c'est selon la physiopathologie. Pourquoi? Puisque vous avez un patient qui a un syndrome coronaire chronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, imaginez ça, de la plaque sténosante. Donc, premièrement, il y a une plaque. Ça veut dire qu'il y a des lipides. Ça veut dire déjà, on sait bien qu'il faut donner des statines. Très bien, il faut donner des statines. Le patient Adam, pourquoi il a fait cette plaque? Puisqu'il a des facteurs de risque. Donc, il faut agir sur les facteurs de risque. Quels facteurs de risque? C'est les facteurs de risque modifiables. Si le patient est en train de fumer, il faut faire un sévrage tabagique. Si le patient présente des problèmes lipidiques, il faut régler le bilan lipidique. Si le patient a des comorbidités à type de maladie chronique, il faut, par exemple, le diabète, il faut régler les chiffres glycémiques. Une hypertension, il faut régler les chiffres tensionnels. Très bien. Le patient il a les facteurs de risque pour faire une plaque d'adhérence stable. Aussi, c'est les mêmes facteurs de risque pour développer des plaques vulnérables. Les plaques vulnérables ont un risque de lésion, de brèche. Donc, il faut donner des anti-agrégants plaquettaires. Des anti-agrégants plaquettaires. Il faut donner donc de l'aspirine. Puisqu'il risque de faire des événements aigus sur des plaques vulnérables. D'accord? Et puis, quand il y a cette lésion sténosante, le risque c'est quoi? C'est l'ischémie, du myocarde. Quand il y a de l'ischémie, toujours quand il y a de l'ischémie, il y a des phénomènes réactionnels au niveau du myocarde. Donc il y aura une installation d'une fibrose. C'est comme si le myocarde il va essayer de faire une réparation, mais qui n'est pas en faveur, dans notre faveur. Donc, la réparation se fait sous l'ordre de l'angiotensine 2. Donc là, on va bloquer cette fibrose, puisque cette fibrose, elle va donner une déformation géométrique du cœur. Ça veut dire quoi? Imaginez, le cœur, puis il y a une zone de fibrose. La zone fibrosée sera lâche. Ça veut dire qu'il y a par exemple une formation d'un anévrisme, et donc il y aura une déformation géométrique du cœur, donc qui va altérer la fonctionnalité. Donc, il faut donner on va bloquer le travail de l'angiotensine 2. Comment? On va donner des EEC. D'accord? Donc, je résume. Vous avez compris pourquoi on donne ça et pourquoi on donne ça. Donc, le traitement du syndrome coronaire chronique ou bien de l'angospac. En premier, dans chaque traitement, il faut agir sur les facteurs de risque. Il faut agir sur les facteurs de risque. 2, il faut donner un traitement pharmacologique préventif. Je vais vous expliquer. Traitement pharmacologique préventif. Ça c'est une prévention secondaire. Pourquoi? Parce que le malade a déjà un organe stable, d'accord? On va donner des statines déjà. On doit stabiliser les plaques. On doit donner de l'aspirine. C'est des antiagrégants plaquettaires. Les antiagrégants plaquettaires, c'est une prévention d'un événement aigu, d'accord? Et puis, on va donner aussi des EEC pour inhiber le remodelage, ce qu'on appelle le remodelage, d'accord? Très bien. Maintenant, il faut donner un traitement aussi, le patient, il a une plaque sténosante. Ça veut dire qu'il y a une amputation du débit, d'accord? Ça veut dire que le myocarde est en train de souffrir. À l'effort, il souffre. Il souffre de quoi? De l'ischémie. Donc, il faut donner un traitement anti-ischémique. Alors, pour le traitement anti-ischémique, il y a deux types de traitements anti-ischémiques. Il y a le traitement de la crise, d'accord? Et il y a le traitement du fond. Et puis, je vais mettre le schéma plus clair.
Très bien. Alors, le traitement anti-ischémique. Traitement anti-ischémique. Pour le traitement anti-ischémique, qu'on a un traitement de la crise ou un traitement du fond. Le traitement de la crise, c'est quoi? Ça veut dire à l'effort, le patient vient de faire un effort et donc il y a la plaque cardiaque qui est en train de diminuer, qui est en train d'amputer avec le débit et donc le myocarde est en train de souffrir. Il faut agir rapidement, d'accord? Qu'est-ce qu'on va donner? On va donner des vasodilatateurs. Ça veut dire quoi? Avec la plaque, il y a une diminution du débit. Au repos, elle ne se manifeste pas. À l'effort, elle se manifeste par des douleurs, d'accord? C'est là encore stable. Là, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner des vasodilatateurs. Les vasodilatateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter le débit feu l'artère. Donc, la douleur s'arrête. Donc, c'est quoi le traitement de la crise? C'est des dérivés mitrés. C'est des dérivés mitrés à courte, comment ça s'appelle? À action rapide, d'accord? Une action rapide. Ça veut dire qu'ils agissent rapidement. En cas de crise, on donne des dérivés nitrés en sublingual, d'accord? On donne une action rapide pour agir directement. Puis, c'est le traitement de la crise. Le traitement du fond. Le traitement du fond, on a deux volets. Qu'il y ait un traitement médical ou qu'il y ait un traitement mécanique. On est toujours sur le traitement du fond. Le traitement médical, on a 3 paliers. Le premier palier, c'est quoi? Le premier palier, c'est les bêta-bloquants. Pourquoi? C'est les plus efficaces. Ce sont des ionotropes, les bêta-bloquants. Ils bloquent les récepteurs bêta-adrénergiques. Vous avez que les récepteurs bêta-adrénergiques qui sont spécifiques du cœur. D'accord? Type 1, bêta 1. Donc, on va donner des bêta-bloquants ce sont des ionotropes négatifs, d'accord? Et ils diminuent la fréquence cardiaque. Ça veut dire chronotropes négatifs. Très bien. Donc, ils vont diminuer le travail cardiaque. Quand on diminue les besoins, donc, quand il y a une diminution d'apport, puisqu'il y a une plaque sténosante, donc, il faut diminuer avec les besoins. Donc, sur la symptomatologie et l'ischémie. Très bien. S'il y a une contre-indication aux bêta-bloquants, qui sont les plus efficaces, on avait dit, par exemple, une contre-indication, il y a par exemple l'asthme, par exemple l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, on va passer vers... Je préfère comme ça. S'il y a une contre-indication, on donne des inhibiteurs calciques. On donne des inhibiteurs calciques. D'accord? Les inhibiteurs calciques, ce sont des ionotropes négatifs, d'accord? Ionotropes négatifs, et ce sont des vasodilatateurs. C'est le traitement du premier palier. Traitement du deuxième palier. Quand est-ce qu'on donne le traitement du deuxième palier? Si la fréquence cardiaque reste élevée, même sous bêta-bloquant ou même sous inhibiteurs calciques, d'accord? Ou bien le encore reste fréquemment symptomatique et gênant, ça veut dire le patient ne se trouve pas amélioré ce traitement, on doit passer vers le traitement du deuxième palier. Quel est le traitement du deuxième palier? On va donner des dérivés nitrés, ce n'est que des dérivés nitrés, mais des dérivés nitrés à action prolongée. Ils sont à action rapide, à action prolongée. Pourquoi? Parce que c'est un traitement de fond. Prolongé. Très bien. Donc, ce sont des vasodilatateurs. Donc, c'est un traitement anti-ischémique. Le traitement de la crise, et on va donner des dérivés nitrés à action rapide en sublingual. Le traitement du fond, c'est des dérivés nitrés à action prolongée péros, d'accord? Donc une action prolongée. Si ça ne donne pas, et la symptomatologie reste fréquente et l'angor est gênant, on peut passer vers un traitement de troisième palier. Il y a d'autres molécules, d'accord, plusieurs molécules, d'autres médicaments qu'on n'est pas censé savoir. Enfin, qu'il y a une bizarre. On peut donner, et si ça ne donne pas, on peut faire un traitement mécanique. Alors, on peut dès le début faire un traitement mécanique et on peut dès le début faire un traitement médical. Mais généralement, on va passer par un traitement médical. Si ça ne donne pas, on fait un traitement mécanique. C'est quoi le traitement mécanique? C'est tout simplement une angioplastie, d'accord? Une angioplastie coronaire ou bien un pontage coronaire, d'accord? Ou bien un pontage. Alors,
Vous allez me dire, enfin, généralement, le traitement mécanique, il va agir directement sur la plaque et il donne de bons résultats sur le plan symptomatique. La symptomatologie est généralement réglée après un traitement mécanique. Alors, vous allez me dire, pourquoi pas aller directement faire un traitement mécanique? Flanity, il faut retenir que il faut prendre la route la plus simple. Quoi que ce soit la maladie, la route la plus simple. Pourquoi? Puisque les études disent quoi? Ils disent que le traitement médical et le traitement mécanique, les deux ont le même résultat sur la survie. Ça veut dire même efficacité sur la mortalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas un traitement qui est beaucoup plus efficace que l'autre en termes de mortalité. Donc, très bien. Mais le traitement mécanique, sur le plan de la symptomatique, d'accord, le traitement mécanique améliore beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus importante et beaucoup plus efficace, la symptomatologie. Donc, si vous allez recevoir un patient, vous allez lui donner un traitement médical. Si le problème est réglé, les symptômes se trouvent s'améliorer, d'accord, khalas, alhamdoulilah. Si la symptomatologie reste fréquente, reste gênante, donc on doit passer vers un traitement mécanique. Donc, premièrement, on va donner le traitement le plus simple qui est le traitement médical. Si ça donne, alhamdoulilah, si ça donne pas, on va faire un traitement mécanique. On ne va pas aller faire un traitement invasif dès le début, alors que le patient avec peut-être il peut régler avec le problème seulement par un traitement médical. Donc je répète, pour le traitement de le syndrome coronaire chronique, on va agir en premier sur les facteurs de risque, on va donner un traitement préventif, chymalistatine pour stabiliser les plaques, chymalaspirine préventive, c'est une prévention d'un nivellement aigu, d'accord? Une lésion par exemple des plaques vulnérables, on va donner de l'aspirine. Et puis, on va donner des IEC pour la prévention d'un remodelage qui peut altérer la fonction du cœur. Et puis, on va donner un traitement anti-ischémique, un traitement de la crise et un traitement du fond. Le traitement de la crise, c'est les dérivés nitrés, action rapide. Le traitement du fond, soit médical, soit mécanique. Très bien. Maintenant, on avait parlé du traitement, on va parler des complications et de l'évolution d'un syndrome coronaire chronique. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, l'évolution et les complications. Pour le syndrome coronaire chronique, ou bien longueur stable, il peut rester stable, d'accord, avec un minimum de gènes fonctionnels, ce traitement médical bien réglé, alhamdoulilah. Donc, soit il va rester stable, d'accord, soit il peut se compliquer. Il peut se compliquer de quoi? D'un syndrome coronaire aigu. Donc, un syndrome coronaire chronique peut se compliquer d'un syndrome coronaire aigu. Soit un angor instable, un angor instable, donc un angor stable devient un angor instable, ou bien il peut donner voir un EDM, d'accord, un infarctus du myocarde. Pourquoi? Puisqu'il y a le patient qui a une plaque stable, une plaque sténosante, il a les mêmes facteurs de risque de faire des plaques vulnérables. Donc, avec les plaques vulnérables, ils peuvent donner un nivellement aigu, d'accord? Très bien. Ou bien, il y a un risque de complication. Le patient peut faire une cardiomyopathie, cardiomyopathie ischémique. Une cardiomyopathie ischémique, après, ça donne une insuffisance cardiaque. Une insuffisance cardiaque, pourquoi? Puisqu'il y a de l'ischémie. Il y a des phénomènes, il y a une souffrance myocardique. Donc, la cardiomyopathie ischémique qui va se compliquer d'une insuffisance cardiaque, si le cœur devient insuffisant et il tolère avec la souffrance, et donc ça peut se manifester par une évolution, l'insuffisance cardiaque. Après, il n'y aura pas de traitement, une insuffisance irréversible. Ça peut donner un remodelage qui est très important avec altération du myocarde, de la géométrie cardiaque, et puis risque de troubles du rythme, d'accord? Le patient risque de faire des troubles du rythme et donc la mort subite, d'accord? Donc il faut traiter ce genre de patient, il faut faire attention au syndrome coronaire aigu. Il faut faire une éducation les patients, d'accord? Puisqu'ils risquent de faire des événements aigus. Très bien.
C'est ça, examen complet. Alors, c'est ça pour le syndrome coronaire chronique. Maintenant, on va parler du syndrome coronaire aigu. On va commencer par le syndrome coronaire aigu, le syndrome coronaire aigu ST-, puis on va parler du syndrome coronaire ST+. Alors, on va commencer par la définition d'un syndrome coronaire aigu sans susdécalage. Alors, sans susdécalage. ST-. Pardon. Définition. Qu'est-ce qu'un syndrome coronaire aigu sans susdécalage? Alors, pour la physiopathologie, on sait bien, un syndrome, un événement aigu, c'est une rupture de plaque vulnéraire. D'accord? Et puis, pourquoi on dit ST-, ST+? ST, c'est le segment ST, donc ça, c'est un élément électrique. Ça veut dire que le CG, on va parler d'un susdécalage, etc. Donc, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'il y a une pression. Il y a une pression, voilà, ça c'est une plaque vulnérable, d'accord? Il y a par exemple une augmentation de la pression artérielle, d'accord? Dans les coronaires. La pression sur la plaque, d'accord, elle va donner une rupture. La rupture de cette plaque, d'accord, avec libération des facteurs de coagulation, etc., ça va donner un syndrome coronaire aigu, d'accord. C'est le mise à nu de l'endothélium qui est riche en facteurs tissulaires, le facteur de vibrant, le collagène, etc. Ça va provoquer en premier une agrégation plaquettaire, puis la coagulation qui vient s'installer, d'accord. Donc ça donne un thrombus plaquettaire. Par l'agrégation plaquettaire. On perd la coagulation, donc ça va donner un thrombus fibrinochorique, donc qui va diminuer considérablement le diamètre de l'artère. Si ce thrombus est totalement occlusif, il y aura un infarctus, d'accord? Ça veut dire une nécrose qui se manifeste sur le plan électrique par un susdécalage. C'est ce qu'on appelle un syndrome coronaire aigu avec susdécalage ST+, d'accord? Et si le thrombus est subocclusif, ça veut dire qu'il y a une petite partie qui permet le passage d'un débit malgré minime, mais toujours là. Donc, sur le plan électrique, se manifeste, il n'y aura pas de susdécalage, d'accord? Donc, il n'y aura pas de susdécalage. Donc, si le susdécalage n'existe pas, on parle d'un syndrome coronaire aigu ST-, d'accord? Donc, totalement occlusif, il y a une nécrose qui se manifeste sur le plan électrique avec un susdécalage, c'est ce qu'on appelle un syndrome coronaire aigu ST+. S'il n'y a pas de nécrose, ça veut dire il n'y a pas de susdécalage, ça veut dire il n'y a pas de susdécalage, donc c'est ce qu'on appelle syndrome coronaire aigu ST-. D'accord? Ça, c'est la définition de syndrome coronaire aigu ST-. Maintenant, comment diagnostiquer le syndrome coronaire aigu? On va parler, alors ça c'est la définition, on va parler du diagnostic. Le diagnostic, toujours on parle d'éléments cliniques, d'éléments paracliniques. Diagnostic. Très bien. On va commencer par la clinique. Alors, pour la clinique, c'est la douleur. Le syndrome coronaire chronique, on avait parlé d'une douleur stable, qui vient toujours pour le même effort, qui sera toujours pour la même durée, qui répond toujours à la trimétrie. Donc, c'est une douleur qui a les mêmes caractéristiques à chaque événement. Si un critère manque, ce n'est plus un syndrome coronaire chronique, c'est un syndrome coronaire aigu. Donc, le diagnostic du syndrome coronaire aigu, c'est un diagnostic purement clinique, d'accord, qui est basé sur les critères de la douleur de longueur. Si c'est une douleur stable, toujours les mêmes caractéristiques, c'est toujours un syndrome coronaire chronique, c'est un critère manque, donc c'est un syndrome coronaire aigu. Donc, le diagnostic syndrome coronaire aigu, c'est un diagnostic clinique. Donc, imaginez, le patient, il vient de vous dire, d'habitude, ça allait de la douleur après la montée de 3 étages. Cette fois-ci, je n'ai la douleur au repos. Ou là, après, j'ai monté un seul étage, il a la douleur. Et j'ai pris la trimétrile, j'ai reposé, ça, la douleur, donc, ça, c'est un syndrome coronaire aigu. Généralement, c'est une douleur qui vient au repos, d'accord? C'est une douleur au repos. D'accord?
Très bien. Une douleur au repos, c'est une douleur qui a modifié ses critères. D'habitude, c'est une douleur à l'effort. Ou là, par exemple, imaginez, on avait dit l'intensité de l'effort qui déclenche la douleur, ou bien le temps de repos nécessaire pour soulager la douleur. Donc, pour diagnostiquer un syndrome coronaire aigu, ce n'est que la clinique. Maintenant, la clinique, on avait dit, c'est la douleur. L'examen clinique. L'examen clinique, le syndrome coronaire aigu, généralement, il est normal, d'accord? Généralement, il est normal en dehors des complications. Ça veut dire quoi en dehors des complications? Par exemple, imaginez, ça c'est un cœur, ça c'est les piliers, ça c'est les valves, ça c'est les cordages, les valvules, d'accord? Imaginez qu'il y a une souffrance à ce niveau-là. S'il y a une souffrance, imaginez le pilier est en train de souffrir, donc la mobilité des valvules sera atteinte. On peut trouver par exemple un souffle d'insuffisance mitrale. Ça, c'est une complication le syndrome coronaire aigu. C'est rare, mais c'est possible. D'accord? Donc, l'examen clinique, le syndrome coronaire aigu, il est généralement normal en dehors des complications. Là, par exemple, un patient déjà d'une insuffisance cardiaque, il vient de faire un nivellement aigu et peut développer une décompensation. Par exemple, un syndrome coronaire aigu à l'origine d'une insuffisance cardiaque aiguë diastolique. Donc, on peut trouver, ça veut dire quoi, insuffisance cardiaque aiguë diastolique? Ça veut dire que le patient avec l'événement qui vient, il va décompenser l'insuffisance cardiaque donc il y aura une congestion avant avec le problème. Donc il y aura un développement d'un OAP, donc qui se manifeste sur le plan clinique par des crépitants. Donc en dehors des complications, l'examen il est normal. Maintenant, l'examen primordial, le syndrome coronaire aigu. Dès que le patient il va vous dire que voilà, j'ai la douleur au repos, etc., vous allez examiner le patient, vous n'allez rien trouver, vous allez envoyer le patient pour faire un ECG en urgence. D'accord? Ça, c'est un événement aigu, c'est un syndrome coronaire aigu. L'ECG doit être fait le plus rapidement possible, dans les 10 minutes. D'accord? Il doit être fait dans les 10 minutes pour améliorer le pronostic et la prise en charge, d'accord? Puisque c'est du myocarde qui est en train de souffrir. Il faut agir le plus rapidement possible. Plus vous allez diagnostiquer le patient rapidement, plus vous avez de la chance pour améliorer le pronostic. À l'âge, parce qu'il y a... Je vais changer la cartouche. Parce qu'il y a du myocarde qui est en train de souffrir puisqu'il y a un thrombus. Le thrombus, il va bloquer le passage vers le sang. Donc, vous devez avec le thrombus, le myocarde avec, il se trouve soulagé, d'accord? Donc, si vous n'allez pas faire le CG rapidement, donc vous allez perdre plus du myocarde. La plaque, le thrombus, vous devez revasculariser votre patient le plus rapidement possible. Donc, le CG, il doit être fait dans les 10 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur le CG? Alors, le syndrome coronaire aigu, on a deux entités. Je vous ai dit, syndrome coronaire aigu, quand il y a le thrombus HADEC, il est totalement occlusif, ou là, quand il est subocclusif. S'il est totalement occlusif, ça veut dire après qu'il y a une nécrose, d'accord? La nécrose se manifeste sur le plan clinique, se forme d'un sus-décalage. Donc, le CG, on va trouver un sus-décalage. C'est ce qu'on appelle l'ST+. Si le thrombus HADEC il est subocclusif, donc il y a un passage minime dans le sang, donc il n'y aura pas de nécrose importante qui m'a fait le ST+. Donc il n'y aura pas de nécrose, donc maquage, sus-décalage. Donc c'est ce qu'on appelle ST-. Le ST- ou le ST+, ST-, ou bien le syndrome coronaire aigu, le plan électrique se manifeste par des troubles de repolarisation. Donc, le signe électrique tel l'ischémie du myocarde se manifeste le CG sous forme de trouble de repolarisation. Si c'est une occlusion totale, c'est une nécrose et donc se manifeste par un sus-décalage, c'est ce qu'on appelle syndrome coronaire aigu ST+. Si le thrombus il est subocclusif, donc il n'y a pas de nécrose, donc il n'y a pas de sus-décalage, c'est ce qu'on appelle syndrome coronaire aigu sans sus-décalage, donc ST-. Donc, dans le cas, c'est quoi
les manifestations électriques. On avait dit que c'est des troubles de repolarisation. Non, c'est un juste décalage. Non, on verra. Donc, le syndrome coronaire aigu est témoin. Quand on est face à du tennis. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, on peut trouver un ECG tout à fait normal. Un ECG tout à fait normal. Ça, c'est l'onde P, ça, c'est l'onde T, ça, c'est le QRS, ça, c'est le segment ST et les isoélectriques. Il peut être normal. On peut avoir une inversion des ondes de T. Par exemple, comme ça. Comme ça. Très bien. Ça, c'est l'onde P, ça, c'est le QRS, ça, c'est des T négatives. D'accord? Donc, on peut trouver des T inversés, ou bien des T négatifs. On peut trouver un sous-décalage. Ça veut dire comme ça. Comme ça. Très bien. Donc, au lieu segment ST soit isoélectrique, il y a un sous-décalage. D'accord? Un sous-décalage. Ou bien, on peut trouver, en tout cas, ce sont des troubles de repolarisation, puisque le segment ST et l'onde T, c'est la phase de repolarisation. Le CG en changement. L'onde P, c'est quoi? C'est l'activité électrique des oreillettes. Et puis, la partie, le CG, ça veut dire QRS, au segment ST ou l'onde T, c'est la partie, les ventricules. C'est l'activité électrique des ventricules. Le QRS, c'est la dépolarisation, c'est les ventricules. Et après, tout ce qui vient après, c'est la repolarisation. Donc, quand on parle de troubles de repolarisation, donc on va parler du segment ST et des ondes de T. Qui marque comme le syndrome coronaire aigu se manifeste par des troubles de repolarisation flux ECG. Donc, on peut avoir un ECG normal, on peut avoir des T négatifs, donc toujours la phase de repolarisation, on peut avoir un sous-décalage, on peut avoir un sous-décalage. Mais c'est un sous-décalage qui est non persistant, puisque s'il est persistant, c'est un syndrome coronaire aigu ST+. D'accord? Donc, un sous. Imaginez comme ça. Imaginez comme ça. Très bien. Ça, c'est l'onde T. Ou ça, c'est le sous-décalage. Je vais essayer de le mettre plus clair. Voilà. Au lieu qu'il soit isoélectrique, ici la ligne isoélectrique, ouais, il est sus-décalé. D'accord? Ouais, il est sus-décalé. Donc, on peut avoir un ECG qui est tout à fait normal, on peut avoir des T inversés, on peut avoir un sous-décalage, comme on peut avoir un sus-décalage qui est non persistant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout ça, c'est des troubles de repolarisation. C'est un syndrome coronaire aigu ST-, mais ST+. Je vais vous dire. C'est pas un ST+. Alors, dans ST+, il faut, pour parler d'un ST+, il faut qu'on doit avoir un sous-décalage persistant. Il est non persistant. Quel est le phénomène qui va nous donner un sous-décalage sur le syndrome coronaire aigu ST-? Imaginez ça, c'est une plaque. D'accord, sur laquelle il y avait un thrombus subocclusif qui a donné l'ST-. Et là, le thrombus, il peut avoir une sécrétion de substances vasoactives. Avec les substances vasoactives, ils vont faire une vasoconstriction sur le phénomène. Imaginez une vasoconstriction de la partie. Donc, avec le petit débit, avec les canifouts, d'accord, le thrombus subocclusif, et les matins, puisqu'il y avait une vasoconstriction surajoutée. Donc, quand il y a une obstruction totale, ça va se manifester le ECG sous forme d'un sous-décalage. Mais ça, le sous-décalage, il est non persistant. Pourquoi il est non persistant? Puisqu'avec la vasoconstriction, elle n'est pas permanente. D'accord? Très bien. Donc, les aspects électriques, le syndrome coronaire aigu ST-. Donc, je vais faire le syndrome, c'est le CG normal 1, les T inversés 2, le sous-décalage 3, le sous-décalage 4. Pourquoi j'ai fait ça? Puisque, comme ça, c'est l'ordre de sévérité. Ça veut dire un syndrome coronaire aigu ST-, quand on va faire le CG, on va trouver un ECG normal, il est moins sévère que un syndrome coronaire aigu avec des T négatifs. Elle est moins sévère qu'un syndrome coronaire aigu avec un sous-décalage. Elle est moins sévère d'un syndrome coronaire aigu
avec un sous-décalage non persistant. D'accord? Donc, la première chose à retenir à partir de ça, c'est que un ECG normal n'élimine pas le diagnostic de syndrome coronaire aigu. Puisqu'on a un syndrome coronaire aigu avec un ECG normal. D'accord? D'où l'intérêt de répéter l'ECG plusieurs heures, voire faire un monitorage pour, ça veut dire faire un ECG à chaque épisode douloureux, d'accord, pour voir l'évolution de le patient avec. Puis, tout cela, tous ces troubles de repolarisation peuvent être signes de le syndrome coronaire aigu assez mort. Et on avait dit que ça, c'est l'ordre de sévérité d'Aham. Très bien. Maintenant, je vais vous résumer en ce qui concerne le diagnostic. C'est très important pour faire la distinction entre un syndrome coronaire aigu, syndrome coronaire chronique et syndrome coronaire aigu ST+, et ST-. Donc, cliniquement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Cliniquement, vous allez décider est-ce que le patient il est en train de faire un syndrome coronaire chronique ou il est en train de faire un syndrome coronaire aigu. On avait dit si c'est une douleur stable, c'est un syndrome stable, c'est un syndrome coronaire chronique. S'il y a une modification d'un seul critère, c'est un syndrome coronaire aigu. Le diagnostic du syndrome coronaire aigu, il est purement clinique. Après, on va rajouter un critère électrique, d'accord? On va faire, quand il y a le diagnostic d'un syndrome coronaire aigu, il faut faire un ECG dans les 10 minutes, d'accord? Pour améliorer la prise en charge, d'accord? Si, à l'ECG, qu'est-ce que vous allez rechercher? Vous allez rechercher un seul critère. l'ECG, dès que vous avez un sus-décalage. Pourquoi? Puisque à la khata, il a un sus-décalage, c'est bon. Un sus-décalage. Très bien. Un sus-décalage persistant. D'accord? Ça, c'est une condition persistante. S'il y a un sus-décalage persistant, c'est bon. Vous avez posé le diagnostic d'un syndrome coronaire aigu, ST+. D'accord? Si, même touche le sus-décalage persistant, quoi que ce soit le CGTACOM, c'est un syndrome coronaire, si mais quand le sus-décalage, c'est un syndrome coronaire aigu ST-. D'accord? Quoi que ce soit. Un ECG normal, des T inversés, un sous-décalage ou bien un sous-décalage non persistant. D'accord? Je répète, cliniquement, vous allez décider est-ce que le patient est en train de faire un syndrome coronaire aigu ou bien un syndrome coronaire aigu. Si vous avez posé le diagnostic d'un syndrome coronaire aigu, il faut faire un ECG dans les 10 minutes. Vous allez rechercher d'une façon prioritaire quoi? Vous allez rechercher un sus-décalage. Dès que tu fais l'ECG, tu vois elle a un sus-décalage. Si vous avez trouvé le sus-décalage persistant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a 20 minutes. Avec la douleur, elle a commencé, elle a 20 minutes et le sus-décalage avec donc un de 20 minutes. Donc on est en train de parler d'un sus-décalage persistant, là c'est un ST+. Si vous n'avez pas trouvé de sus-décalage, quoi que ce soit l'anomalie, d'accord, vous avez posé le diagnostic d'un syndrome coronaire aigu ST-. Quoi que ce soit, un ECG normal, des T négatifs, un sous-décalage ou bien un sous-décalage non persistant. Très bien, ça c'est pour le diagnostic de syndrome coronaire aigu. Le diagnostic de syndrome coronaire aigu, c'est le diagnostic le plus facile que j'ai rencontré. C'est quoi? C'est une douleur qui a modifié ses critères. Au l'ECG, vous allez trouver quelque chose de très clair. L'examen clinique, il est simple. Généralement, il est normal. D'accord? Très bien. Donc, le diagnostic, la clinique et la douleur, l'ECG. Maintenant, on va parler des critères biologiques. On va parler de la biologie. Alors, quand on parle du myocarde, il y a des marqueurs spécifiques. Alors, imaginez, c'est un myocarde. Il est fait de quoi? Il est fait de myocytes, d'accord? Les myocytes ont des enzymes spécifiques, d'accord? Les enzymes, quand il y a une lise, d'accord, une atteinte à une cellule, c'est le myocarde, il y aura une libération vers les enzymes TAHA. Les enzymes qui sont spécifiques des myocytes, d'accord, les cellules myocardiques, ce sont les troponines. Alors, ces troponines, on va les doser, d'accord? Ils sont sélectifs du cœur, d'accord? Ce sont les troponines cardiaques, à savoir, ils sont
extrêmement sensible et spécifique. Je m'attends extrêmement sensible et spécifique. S'il y a une petite nécrose, petite, les myocytes avec libération du minime concentration de l'électroponine flottant, on va détecter avec le pourcentage de la concentration d'électroponine. Donc c'est très sensible et les spécifique. Quand on trouve l'électroponine, ça veut dire que c'est d'origine cardiaque. D'accord? Alors, on dit que l'électroponine a une valeur prédictive positive et une valeur prédictive négative. Je m'en attends valeur prédictive positive, valeur prédictive négative. Valeur prédictive positive, si les troponines sont positives, ça veut dire qu'il y a officiellement une nécrose myocardique. D'accord? Et la valeur prédictive négative, si les troponines sont négatives, pas de nécrose. D'accord? Alors, donc, les troponines sont très spécifiques, c'est un dosage spécifique de la nécrose cardiaque, où il est très sensible, d'accord? Une valeur prédictive positive, une valeur prédictive négative. Il est sensible, il est spécifique à la nécrose myocardique, mais il n'est pas spécifique de l'origine ischémique de la nécrose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez trouver les troponines positives, vous allez dire, ah voilà, il y a une nécrose myocardique. La nécrose myocardique, elle peut avoir plusieurs causes. Elle peut avoir comme cause une inflammation. Par exemple, imaginez une myocardite, elle peut donner une nécrose, elle peut donner une inflammation avec augmentation des troponines. Une embolie pulmonaire, elle peut donner une augmentation des troponines. Une dissection aortique, elle peut donner une élévation des troponines. Une ischémie, le cas du syndrome coronaire aigu, elle peut donner une élévation de troponine. Donc vous allez savoir que le myocarde est en train de souffrir, qu'il y a une nécrose. Mais ça, vous n'allez pas savoir l'origine de l'ischémie. D'accord? Les troponines, ils sont spécifiques du myocarde, mais ils sont spécifiques de la nécrose myocardique, mais ils ne sont pas spécifiques de l'origine ischémique. Donc il faut écarter d'autres diagnostics qui peuvent simuler le diagnostic du syndrome coronaire aigu. Donc, on va parler des diagnostics différentiels, les troponines positives. Donc, quand est-ce qu'on peut avoir des troponines positives? Alors, la myocardite. Alors, troponine positive. Par exemple, la myocardite. La myocardite, c'est quoi? Myocardite, une inflammation. Oui, le myocarde. Donc, une inflammation et une nécrose avec libération des troponines. Alors, déjà, la myocardite, elle va donner une douleur thoracique et elle va donner troponine positive. Donc, c'est une simulation très importante du syndrome coronaire aigu. Vous allez avoir de la fièvre, généralement le terrain, c'est des jeunes après une infection virale. Le sujet, peut-être vous allez trouver aussi des troubles de repolarisation. Donc, vous allez faire des bilans qui vont vous orienter vers la myocardite. L'embolie. Alors, l'embolie pulmonaire aussi, elle peut donner une élévation des troponines. Naya, c'est généralement le terrain. Généralement, par exemple, le patient est en alité, ou là, il a fait une chirurgie obstétrique belle, ou là, généralement, l'embolie pulmonaire, l'origine c'est un thromboembolisme. Ça veut dire que le patient, il présente une grosse jambe, un phlébitum, il y a une migration d'embole qui a donné l'embolie pulmonaire, donc il y a des signes qui vous orientent, d'accord? Aussi, l'embolie pulmonaire dans une douleur thoracique, il donne des troponines positives. L'autre diagnostic, c'est la dissection aortique. Alors, la dissection aortique aussi, elle peut donner une douleur thoracique. La douleur thoracique de la dissection aortique, généralement, que dorsale. L'aorte, elle est faite comme ça. Donc, il y a une irradiation vers le postérieur de la douleur de la dissection aortique, mais quand même, c'est une douleur thoracique et elle peut donner des troponines positives. Il y a un signe clinique primordial, c'est la mise de tension. Alors, la mise de tension, parce que quand il y a une dissection aortique, il y a une diminution du débit d'un côté par rapport à l'autre. D'accord? Donc, vous allez trouver une différence tensionnelle entre membre droit et membre gauche, ça peut vous orienter.
d'accord? Donc les trois diagnostics, d'accord, différents qui donnent le même tableau ou un tableau similaire avec la nécrose d'origine ischémique, la nécrose myocardique d'origine ischémique qui est due au syndrome coronaire aigu. Donc il y a une douleur thoracique avec troponine élevée, mais la nécrose elle n'est pas d'origine ischémique. Très bien. Alors, il faut faire attention les trois diagnostics à deux. Maintenant, vous allez me dire, dans le syndrome coronaire aigu ST+, d'accord, il y a un thrombus qui est totalement occlusif. L'artère, il y a un thrombus qui est totalement occlusif. Automatiquement, il y a une nécrose, donc libération des troponines hadouk, donc ça donne un bilan positif. Mais le syndrome coronaire aigu ST+, toujours on va trouver des troponines positives. Troponines positives. Toujours. Alors, il y a un thrombus totalement occlusif, il y a une nécrose. Très bien. Point barre. Le syndrome coronaire aigu ST-, on peut tomber sur des troponines positives, et puis on peut tomber sur des troponines négatives. Ça signe la sévérité de l'atteinte. Alors, je vais vous expliquer. Le syndrome coronaire ST-, on peut tomber sur des troponines négatives. Pour la simple raison, c'est un thrombus qui est suboclusif, donc il y a un passage quand même du sang, d'accord? Il y a un passage du sang, donc il n'y a pas de nécrose. Troponine négative. Maintenant, on peut avoir des troponines positives. Les troponines positives à deux mains, le thrombus qui est là, il peut se fragmenter, d'accord? Il y a des fragments, les fragments à l'artère, l'artère, elle va des bifurcations au fur et à mesure, il y a une diminution du diamètre, avec les petits emboles qui se détachent du thrombus, ils peuvent coincé les petites artérioles, il y a une nécrose vers la partie tout autour. Imaginez par exemple, j'ai avec le fragment de l'hnaya, donc il y a une obstruction, donc une nécrose après. Donc le petit chouïtra, ça va donner des troponines, ça va donner une thrombose et ça va donner des troponines positives. Donc flattement, on peut tomber sur des troponines positives et aussi on peut tomber sur des troponines négatives. Maintenant, il y a une nomenclature, si vous voulez, spécifique selon est-ce que les troponines sont positives ou bien négatives. Alors, le CG, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, le CG, c'est quoi? C'est des critères électriques. On peut distinguer un ST+ d'un ST-, d'accord? D'un ST-. La biologie, ST+, les troponines sont forcément positives. C'est ce qu'on appelle STEMI. STEMI, ou alors, STEMI, c'est le segment ST. Elevation, c'est un anglais, c'est une abréviation. MI, c'est myocardium infarction. Excusez-moi la prononciation, mais c'est ça, d'accord? Donc, STEMI, c'est quoi? C'est un syndrome coronaire aigu ST+, où il y a un infarctus. C'est pour ça que les troponines sont positives. Ce qu'on appelle STEMI, ST elevation myocardium infarction. Maintenant, si l'ST-, donc c'est la biologie, les troponines, soit positives, soit négatives, soit positives. S'ils sont négatifs, donc c'est une ischémie qui n'est pas cilaire, donc ce n'est qu'un angor instable. Très bien, un angor instable. S'il y a des troponines positives, donc c'est une ischémie sévère. Donc, c'est un STEMI. Un STEMI, non, ST, elevation, myocardium infarction. علاش؟ على خاطر هنايا في الاس تي موان ما كانش ان سوس ديكالاج داكوغ نو اس تي اليفيشن ما كانش سوس ديكالاج myocardium infarction ça veut dire qu'il y a un infarctus c'est pour ça qu'on a trouvé des troponines positives mais ça ما كانش un sous décalage. Donc j'espère que vous avez compris le principe de la dénomination ou les abréviations باش كي تلقاوهم تفهموهم. Donc si c'est un ST+, troponine positive, STEMI. Si ST-, troponine positive, un STEMI. Si troponine négative, encore un stable. Très bien.
Maintenant, on va parler quand on a des troponines positives. Ce n'est pas lié à l'ischémie du myocarde, mais à d'autres choses, qui est l'insuffisance rénale.